Une curiosité culturelle, un enjeu géopolitique, un travail d'un siècle achevé en 3 ans. En 1813, à la demande de Napoléon Bonaparte, le tout premier dictionnaire chinois imprimé dans 2 langues occidentales et à l'usage des Occidentaux a vu le jour. Il y avait à l'époque 1500 exemplaires et aujourd'hui il reste au moins une vingtaine en France. Un exemplaire de 12 kilos de la collection de la Société industrielle de Mulhouse se trouve en dépôt dans la bibliothèque juste derrière moi. C'est vraiment un très gros volume qui nécessite d'avoir des petits futons en fait. Ils vont éviter d'abîmer la reliure. On ne va pas s'appuyer sur le livre, pas de prendre de photos avec le flash. Nous, on suit les recommandations de la Bibliothèque nationale de France qui préconise des mains propres et sèches. Tout simplement parce que quand vous portez des gants, déjà vous pouvez déposer des fibres de tissu. Et puis par ailleurs, vous perdez en motricité fine. Alors que si vous le faites avec vos mains qui sont propres et sèches, vous minimisez vraiment le risque de déchirer une page malencontreusement. Ce papier-là n'est a priori pas acide puisqu'il ne tombe pas en miettes. Il est vraiment en très bon état. C'est du papier de très belle qualité. Les pages qui étaient cousues étaient nouées en fait au nerf. Ça permettait de mieux tenir le corps de texte, surtout pour un ouvrage aussi gros. La bibliothèque de la Société industrielle de Mulhouse a été créée au XIXe siècle dans des locaux de conservation qui n'étaient pas forcément adaptés sur la question de la conservation. Et c'est aussi ce qui a poussé la Société industrielle de Mulhouse à passer cette convention avec l'Université de Haute-Alsace afin de garantir aux ouvrages une bonne conservation, donc avec une température et une hygrométrie contrôlées et qui sont des conditions optimales pour la conservation d'ouvrages anciens. Cette bibliothèque de la Société industrielle de Mulhouse, elle a été divisée en plusieurs lieux de dépôt. Nous avons vraiment gardé tout ce qui concernait l'histoire industrielle et ouvrière. C'est presque étonnant finalement que ce dictionnaire en fasse partie. Et notre bibliothèque numérique, qui s'appelle Numistral, on va demander d'abord à un chercheur de travailler sur l'ouvrage, de nous rédiger une notice complète, de numériser certaines pages qui illustrent vraiment leurs propos. Et à côté, on va numériser l'ouvrage en entier. C'est vraiment des données enrichies qu'on va déposer sur Numistral. Le dictionnaire publié en 1813 a été tiré en 1500 exemplaires. À l'époque où ce dictionnaire est publié en France, la maîtrise du chinois était extrêmement faible par les Occidentaux. Les missionnaires chrétiens n'étaient plus présents en Chine. Les missions ont été minées par la célèbre querelle des rites. La Chine a progressivement fermé le pays face à la présence de plus en plus menaçante des puissances européennes. La Révolution, puis les guerres conduites durant l'Empire ont accaparé les Européens qui ont été mobilisés sur d'autres fronts. Donc c'est un véritable défi de mettre à disposition des Occidentaux un tel outil. C'est une fierté pour la France que d'avoir été la première à publier un tel dictionnaire. Il a été relativement bien diffusé au sein du territoire national parce qu'à la demande de Napoléon, un exemplaire en a été envoyé à toutes les bibliothèques des universités françaises. Donc un certain nombre d'exemplaires ont été conservés, même si l'histoire de l'exemplaire mulhousien est différente. Il s'agit d'un volume qui a été acquis par le préfet du département de Colmar, qui en a fait don à la Société industrielle de Mulhouse en 1831. Il compte 1200 pages, il pèse plus de 12 kilos, Chaque caractère est numéroté, 13 316 caractères en tout, qui sont classés par clé, par nombre croissant de traits. Sous chaque caractère, on trouve une transcription de la prononciation. Alors la prononciation est donnée en mandarin et accentuée à l'aide de 5 tons. On trouve à chaque fois une transcription alphabétique avec un mélange d'orthographe espagnole, portugaise et française. On a utilisé des caractères qu'on appelle les buts du régent, puisque justement l'initiative date de la régence de Philippe d'Orléans. Alors on les appelle les buis du régent parce qu'ils auraient été gravés sur du bois de buis. En réalité, c'est du bois de poirier. Philippe d'Orléans a confié le projet à un abbé qui s'appelle Jean-Paul Bignon. C'était le directeur des académies royales et de la bibliothèque du roi. Alors lui-même a confié la supervision du travail à Étienne de Fourmont,
qui était alors titulaire de la chaire d'arabe au Collège Royal. C'est l'actuel Collège de France. Le projet a débuté en 1715, a été achevé en 1740. Elle a été réalisée par des ouvriers qui ne connaissaient pas le chinois. Ils ont décalqué des caractères manuscrits et c'est à partir de là qu'ils ont réalisé ces caractères. Certains plus grands, encore 40, c'est ceux qui ont servi à l'impression du dictionnaire. Ce sont les plus nombreux, ceux qui ont aussi été les mieux réalisés. Il y en a d'autres qui sont plus petits. Il y a plus de fautes dans leur exécution. Ces caractères, alors ils sont numérotés, donc ils sont conservés aujourd'hui à l'imprimerie nationale dans les tiroirs dans lesquels ils ont été stockés à l'origine. Alors leur chiffre est très discuté, il y en aurait eu 130 000. Après le décès de Fourmont, ses disciples se sont intéressés à d'autres langues orientales et ils ont laissé ce projet en suspens pendant presque 100 ans jusqu'à ce que Napoléon Ier commande l'exécution de ce dictionnaire. Fourmont s'en était servi pour faire imprimer ses propres ouvrages où il avait besoin de caractères chinois. Ils ont servi vraiment de manière très ponctuelle par la suite, donc c'est vraiment la première véritable utilisation de ces caractères. L'exécution de ce dictionnaire a été confiée à Chrétien Louis de Guignes. Alors, il y aurait eu d'autres sinologues compétents en Europe, mais c'est vraiment un projet national. Napoléon voulait que ce soit un Français qui s'en acquitte. C'est la raison pour laquelle on lui a confié l'édition du dictionnaire. Chrétien Louis de Guignes n'était pas linguiste, il n'était pas lexicologue, il n'était pas philologue. En fait, c'était un négociant qui avait été initié au chinois par son père, c'est un académicien, c'est l'académicien et le sinologue français Joseph de Guignes. Donc c'est son père qui l'avait initié au chinois. Il est lui-même parti en Chine à l'âge de 25 ans. Il a occupé pendant 10 ans un poste au consulat de Canton. Il a voyagé en Chine, mais à la base, il n'a pas de formation linguistique ni de formation lexicologique qui le prédestinait à s'acquitter de cette tâche. Le décret qui lui a confié l'exécution du projet précise très clairement la manière dont il doit procéder. Le décret spécifiait qu'il fallait qu'il emploie les buis du régent qui avaient été gravés au siècle précédent et qu'il devait exécuter sa tâche en 3 ans. Voilà, donc c'est un véritable défi qu'il devait relever. Napoléon a fixé vraiment un objectif très précis en mettant des moyens financiers importants à disposition de Guignes. Napoléon s'est vanté d'avoir réussi à mener à bien ce projet. Il a visité la bibliothèque municipale de Grenoble et il a vu l'ouvrage imprimé dans les rayonnages, donc on est en 1815, et il se serait vanté justement en ces termes: on y travaillait depuis 100 ans. Je l'ai fait exécuter en 3 ans par un décret. Il a été accusé par certains de ses détracteurs, et ils furent nombreux, d'avoir été un simple plagiaire. Pour cause, le dictionnaire s'inspire en fait directement des travaux des missionnaires chrétiens qui avaient séjourné en Chine au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le dictionnaire s'inspire notamment d'un lexique, d'un dictionnaire assez complet rédigé par un ancien missionnaire, c'est le Hansesi, qui est dû à un franciscain italien, Basilio Brollo de Gemona. En français, on l'appelle le père Basile. Alors, on en trouvait plusieurs exemplaires dans des villes italiennes. Un tel exemplaire a été prêté à la France avant d'être renvoyé pendant la première restauration de Louis XVIII à Rome. Donc, c'est un exemplaire qui a été prêté pour la réalisation de ce dictionnaire. Les critiques les plus acharnées de Guignes, alors il s'agit notamment de Jean-Pierre Abel Rémusat, qui est un sinologue et un bibliothécaire français contemporain. Il a beaucoup fustigé de Guignes, notamment en l'accusant d'avoir simplement plagié le dictionnaire du père Basile. Avec un collaborateur, Jules Clapro, il a voulu rédiger un supplément
au dictionnaire. Alors, il a beaucoup présenté ce projet de supplément en expliquant qu'il était destiné à améliorer le dictionnaire de 1813, qu'il s'agissait à travers sa publication de combler les lacunes du dictionnaire. Cependant, l'ampleur de ce supplément est à relativiser. D'une part, parce que dans ce supplément, Abel Rémusat se contente d'ajouter des tables qui ont été omises par De Guigne dans son dictionnaire. Le dictionnaire du Père Basile comprenait par exemple une table des antonymes. Cette table a été réintroduite par Abel Rémusat, mais elle est empruntée exactement au même modèle que celui qui avait été consulté par De Guigne. Par ailleurs, il a entrepris de compléter les radicaux inclus par De Guigne dans son dictionnaire. Cela étant, il s'est arrêté au radical 60ien, autrement dit à la page 206 du dictionnaire. Donc l'ampleur de ce supplément est vraiment à relativiser. D'autres livraisons étaient prévues, mais elles n'ont jamais abouti. C'est donc une entreprise qui a tourné court. En 1829, un étudiant d'Abel Rémusat a conçu le projet d'une nouvelle édition du Hansexii au format in octavo. C'est un format voisin du A5 actuel. L'idée était de proposer une édition qui ne pose pas les mêmes problèmes de maniabilité que le dictionnaire de 1813. Il voulait également recourir au procédé lithographique pour imprimer les caractères chinois dans une taille de police plus petite. Là encore, l'entreprise a tourné court. Voilà, donc c'est quand même intéressant parce que ce dictionnaire a quand même fait date, hein. Ça a été le dictionnaire de référence pendant longtemps, et ceux qui ont tenté durant les années qui ont suivi sa publication d'en proposer des améliorations ont soit échoué, soit ils sont restés fortement redevables au modèle qui fut finalement celui de De Guigne. Peut-être faudrait-il ne pas le considérer comme il incite le lecteur à le faire lui-même comme l'auteur du dictionnaire en mettant son nom en avant sur la première page. Il n'a pas été vraiment l'auteur de ce dictionnaire, il en a été le chef de projet. Il a vraiment joué le rôle de chef de publication. Le fait que ce soit son nom qui soit affiché et que celui du Père Basile soit minoré et n'apparaisse pas sur la page de couverture, hein, il est certes évoqué dans la préface, mais le fait qu'il n'apparaisse pas sur la page de couverture s'explique aussi par l'enjeu politique du dictionnaire. C'était un projet français, il y avait un orgueil national qu'on voulait exalter à travers la publication de ce dictionnaire. Mettre trop en avant le modèle italien était aussi une manière de minorer l'enjeu de Guigne dans la publication de ce dictionnaire.